Merci Madame Alessandra pour cette communication. Donc nous avons deux communications savantes et je dirais même parfois érudites et techniques. Que ce soit la question de l'islam des Lumières chez Hegel ou bien de la traduction des Lumières du patrimoine grec dans l'époque néo-hellénique, il s'agit toujours des problèmes des sources, des origines et de réception. Donc, dans le premier cas, c'est la réception de l'islam dans l'époque des Lumières et par Hegel notamment, et maintenant la réception du patrimoine grec via la traduction dans l'époque néo-hellénique. Donc, ce patrimoine est à la fois littéraire et politique. Ça donne toujours à penser, à réfléchir sur les questions de l'acculturation, de l'échange entre que ce soit l'Orient ou l'Occident, ou bien l'Antiquité, le Moyen-Âge, la modernité, les Lumières et tout ça. Donc voilà, si vous voulez, on passe un petit résumé en arabe. D'accord. Donc, même si le traducteur est toujours traducteur. Donc, je vais سأحاول أترجم المداخلة الأولى تتعلق بالإسلام في عصر التنوير من منظور هيجل. تناولت الباحثة الدكتورة لاورا تأثير طبعا الإسلام وتصور الإسلام المقاربة للإسلام في عصر التنوير في فلسفة هيجل، وكيف حول هيجل ذاته هذه المقاربة للإسلام داخل نسقه الفلسفي، يعني ما يسمى باللامارش دو ليسبري، يعني حركة الفكرة وحركة الروح عند هيجل، كيف ينظر فيها إلى الشرق بما هو روحاني، وكيف يعبر فيها الإسلام على يعني حركة للوعي تبدأ من الحس نحو المجرد، في حين أن في الثقافة الغربية يعني وطبعا نحو العقلاني. يعني هناك استعادة أو هناك مقاربة للإسلام كدين وكحضارة في فلسفة هيجل، وهذه المقاربة يعني يدخلها ضمن نسقه الفلسفي. إذن هذا هام، وقسمت الباحثة طبعا بحثها إلى جزئين. الأول متعلق بالدور الذي يعطيه هيجل للإسلام، والثاني العلاقة بين الإسلام والثورة الفرنسية، وكيف أن الإسلام بما هو تأكيد للمجرد أو حركة الفكر نحو المجرد هي حركة نحو التعصب للفاناتيزم والاستبداد. هذه في تعارض مع طبعا العقل وما هو كل ما هو حسي وملموس في الثقافة الغربية. إذن هذا بوجه عام. بالنسبة للمداخلة الثانية تناولت الإرث اليوناني وترجمته طبعا في العصر في عصر التنوير القرن الثامن عشر، هنا 1700-1832 في العصر الهليني الجديد، وركزت على أهم الكتاب وأهم المؤلفات التي ترجمت وألهمت في المجال طبعا الأدبي والفكري والسياسي هذا العصر بما هو يعني ريسبسيون تلقي وروافد جديدة تم التفكير فيها وتم تنزيلها من جديد في عصر التنوير الهليني الجديد. إذن هذا بوجه عام باللغة العربية. وللقاعة la réaction, les questions et tout ça. Monsieur Paolo. Oui. Merci. Je voudrais poser une question à Laura Paolizzi à propos de ce
lien si important et apparemment si curieux et bizarre entre l'islam que pose Hegel, entre l'islam et les Lumières. C'est quelque chose qui laisse un peu, comment dire, le lecteur qui connaît l'évolution de l'histoire de la pensée philosophique entre 18e et 19e siècle, comment s'est produit ce changement de regard de l'islam, ou plutôt de l'Orient en général, parce que c'est un peu ce problème-là aussi qui investit la notion d'islam, la notion encore plus générale d'Orient chez Hegel, par rapport à tout ce qui était pour Hegel les sources de ces renseignements, où a-t-il puisé? On l'a vu, enfin, c'est Montesquieu, ce sont les écrivains aussi comme Goethe, mais aussi, je pense, les comptes rendus des voyages, des voyageurs, les récits de voyage, par exemple. Alors, la question est la suivante. Comment a-t-il pu construire, à l'époque où la Révolution française avait été révolue, enfin, c'était terminé, ce lien entre un Orient qui était jusque-là le modèle du despotisme oriental, du despotisme et de la barbarie, comment tu as pu construire cette image différente? Ça, c'est la question la plus délicate et la plus intéressante, je crois. Ouais, c'est un peu le sujet de votre thèse, n'est-ce pas? Oui, merci. Autre question, ou bien on passe la parole à je pense qu'il y a deux facteurs fondamentaux. Le premier, c'est sa critique à la religion chrétienne comme religion positive. Et à partir de cette critique, donc, qui entend le christianisme comme une religion qui a son principe au dehors de l'homme, et pour Hegel, ça, c'est pas possible en entendant un esprit absolu et concret. Et à partir de cette critique, il faut préciser que Hegel écrit, oui, une histoire universelle, mais c'est son histoire universelle. C'est l'histoire qu'il veut exprimer. C'est l'histoire de l'esprit qu'il veut vraiment décrire. C'est sa conception de l'histoire. Donc, je pense que l'Orient, dans cette personnelle conception de l'histoire, assume un rôle précis et fondamental par rapport à l'opposition au christianisme. Donc, d'une part, il y a la conception hegelienne de l'histoire, et de l'autre, il y a une critique au christianisme qu'il faut vraiment, pour Hegel, éclairer. Parce que ici aussi, il y a la critique au particularisme. Non? La religion chrétienne, c'est une religion particulière, partielle, c'est pas une religion universelle. Donc Hegel, en certain sens, utilise l'islam pour continuer sa critique et construire son histoire personnelle de l'esprit, son point de vue universel de l'histoire et de la philosophie. C'est ce que j'ai un peu compris de cette lecture. Je sais pas si. Alors, une autre question à mademoiselle. Alors, concernant l'influence de Hegel sur, concernant les idées de Hegel sur l'islam, alors est-ce que Hegel s'inspire beaucoup plus de quel courant de l'islam précisément? Est-ce qu'il ne s'inspirerait pas beaucoup plus de l'islam soufi peut-être? Est-ce qu'il a vous avez évoqué également le poète Hafez. Donc, de qui s'inspire-t-il? Quelles sont ses sources à propos de l'islam? Donc, précisément. Ça, c'est un problème parce qu'en fait, les références de Hegel sont implicites. Ils ne citent pas, elles sont indirectes.
C'est pour ça que j'ai intitulé la communication l'islam des Lumières chez Hegel, parce que je pense qu'il n'utilise pas vraiment une approche directe à l'islam, mais il utilise des textes qu'il arrive lui lire par le Lumière, donc, et puis il construit son idée et son système de pensée. Et normalement, ça c'est un problème dans le texte hegelien parce qu'il ne cite pas trop des auteurs et oui, il n'y a pas des citations explicites. Donc, je ne peux pas vous vraiment précisément répondre. Bon, dans cet exposé limpide, très intéressant, on voit bien de quelle façon la constitution de Lumière néo-hellénique a pu être un enjeu et reste aujourd'hui un enjeu en Grèce. Mais il y a un autre aspect que vous n'avez pas abordé, et du coup je me pose la question, c'est pas du tout un reproche, c'est une question qui vient après avoir écouté l'exposé, c'est en plus de ce mouvement qui aura consisté d'une part à traduire un certain nombre de textes en grec, y a-t-il des cas où on a pu en Grèce mettre en avant des auteurs du début du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle en disant qu'ils auraient été des précurseurs ou qu'ils auraient directement participé au temps fort des Lumières, parce que sinon le mouvement est surtout un mouvement de diffusion, de réception, de traduction, de commentaires, et qui a bien sûr un rôle très important dans l'histoire grecque. Mais y a-t-il des cas aussi où certains penseurs sont allés jusqu'à dire qu'au fond, il fallait mettre des textes grecs au même plan, au même niveau que certains des grands textes considérés comme des textes des Lumières? Si les Grecs ont écrit des textes pendant les Lumières à la hauteur du mouvement. Oui, bon, les Lumières néo-helléniques, c'est plutôt un mouvement de traduction, et pas seulement des auteurs classiques ou des auteurs qui se sont inspirés de l'Antiquité, mais aussi d'autres œuvres qui sont proprement œuvres des Lumières. Et il y a quelques écrivains, mais on ne peut pas les mettre à la hauteur, ce n'est pas possible. Il y avait des tentatives de... Et là aussi, il y avait des influences. Alors, il n'y avait pas une production originale, quand même. On ne peut pas dire qu'il y avait une production vraiment originale, mais qu'est-ce que c'est original, en fait? C'était plutôt un mouvement de traduction, voilà. Autre question? Bien, on clôture. C'est bon? Vous êtes bien satisfait, rassasié? Oui, oui, monsieur. Moi, je voudrais savoir si pendant l'existence de l'Empire ottoman, qui était assez influent sur la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce et les autres, est-ce que certains musulmans turcs, qui étaient aussi sous influence de civilisation islamique, c'est-à-dire arabe, et poétique arabe, est-ce qu'ils ont eu une influence au niveau de ce changement, en fait, de la sensibilité, disons, surtout affective plutôt que disons, rationnelle, sur cette civilisation néo-hellénique et le reste. Voilà. Donc des influences, vous avez saisi la question? Des influences, je crois que c'est Madame Alessandra, c'est ça? Des influences des auteurs turcs, ottomans.
Oui, arabe et autrement sur la traduction des textes. C'est à moi la question. Je pense. Oui, Pardon. Donc des influences turques ou arabes, ottoman, Ah oui. sur les textes, sur les traductions. Il y a quelques influences orientales, disons. Par exemple, il y a encore des traductions. Il y a la traduction des Mille et une nuits, mais de Galan, pas de Abou Bakr, c'est la traduction par l'intermédiaire de Galan. Et puis, il y a aussi la figure du sage indien, par exemple, ou du sage qui vient de l'Orient, du chinois, etc. Alors, c'est la figure du sage qui vient de l'Orient, mais pas de l'homme des Lumières. C'est les choses un peu traditionnelles dans la tradition de la sagesse. Merci, merci madame, merci à toute la salle donc, pour cette présence jusqu'à... Donc demain matin à 9h. Hein? Merci, bonne nuit, merci beaucoup.